Leda Vigliardi Paravia incarne la culture gastronomique italienne au plus haut niveau ici à Paris. Déjà, il faut dire que son nom, Vigliardi et surtout Paravia, est un nom très connu en Italie, n'est-ce pas? Oui. Oui, parce que tout le monde qui a étudié, qui est allé à l'école, a eu les cartes. Ah, voilà ça, par exemple. Ce sont des cartes de... Naturellement, on est dans une cuisine, donc c'est des plantes aromatiques. Mais sinon, la Paravia fait depuis 1802 tout le matériel didactique. Depuis plus de 2 siècles. Ah, si. Et à Turin, il y a Piazza Vigliari di Paravia, Via Vigliari di Paravia, Scuola Privata Vigliari di Paravia, il y a tout, parce que c'était le plus ancien éditeur d'Italie de matériel, surtout matériel didactique. Après, il fait aussi des livres, mais tout le vocabulaire, je pense que toi aussi. Hein? Oui, bien sûr. Et quand moi aussi, j'ai étudié sur j'ai travaillé sur des livres édités par... Donc, tout cela pour dire que Leda Vigliardi Paravia provient d'une tradition culturelle solide. Et d'ailleurs, ici, dans cet appartement, il y a une très riche bibliothèque privée spécialisée dans le domaine gastronomique. D'un côté gastronomique, de l'autre côté économique, parce que mon mari travaille à l'OCDE. Donc on s'assoit sur les livres, on a les livres sur les lits, on a les livres partout, c'est une catastrophe. Tu es à Paris depuis une trentaine d'années. C'est ça, oui. Alors je suis arrivée à Paris, et pour ce qui concerne la gastronomie, que c'est mon métier, et je suis arrivée à Paris et j'ai trouvé qu'il n'y avait rien d'italien, rien, je trouvais rien. Je voyageais comme une émigrante, je portais les parmesans, je portais les pâtes, je portais tout, parce qu'il n'y avait rien du tout. Et là, je me suis dit, je dois faire quelque chose. En plus, j'écrivais pour la Gola, et oui, donc... cette revue de culture gastronomique italienne... Aucun succès, parce que c'était trop tôt. Ouais. À l'époque, on ne s'occupait pas trop de gastronomie, donc c'était les années 80. Et donc, mais c'était une revue magnifique. Oui, ils écrivaient aussi d'intellectuels français aussi, liés au matériel, la culture du matériel, del materiale, je ne sais pas en français si on le traduit matériel. Bon, matériel, ça, quand même. Je l'ignore. De toute manière, c'est pour souligner qu'il n'y a pas que la culture haute, mais il y a aussi une culture liée à la vie quotidienne, disons. Tout à fait. Et donc, mes fondateurs et directeurs de la Gola, ils m'ont envoyé à la Villette voir une exposition où il y avait l'aquaculture, elle commençait avec l'aquaculture, et il y avait aussi 4 vitrines énormes où il y avait des plats faits, c'est comme les plats japonais en plastique un peu. Et donc il y avait une vitrine sur la cuisine française, une montagne de plats, après la cuisine marocaine, une montagne de plats, après la cuisine asiatique, une montagne de plats, après la dernière vitrine, il y avait l'Amérique et l'Italie, les États-Unis et l'Italie. 2 tiers de la vitrine étaient prises par les produits américains, et donc l'hamburger, hein, et je dirais même 3 quarts pour la cuisine américaine et 1 quart pour la cuisine italienne. Donc l'Italie était la petite Cendrillon de la situation. Il montrait qu'un plat de spaghettis gros comme ça, donc très cuit, on sait comment sont les spaghettis, une pizza grisaille brutta, horrible, et une bouteille d'Orvieto, c'est tout. Alors je me suis dit, je dois faire quelque chose. Et avec Paolo Fabbri, qui était alors le directeur de l'Institut de culture italienne, on a décidé de créer une association pour la diffusion de la culture gastronomique italienne partout dans le monde, mais surtout en France, parce que c'était là qu'ils nous regardaient des proches. Il s'agit bien de l'association L'Invito. L'Invito, le nom me l'avait donné mon ami Nello Risi, qui est un grand poète et aussi metteur en scène. Bon. L'Invito, c'est
l'invitation, la générosité de la Méditerranée, disons. Donc, dans ce sens-là. Et donc, j'ai créé avec, il y avait dans l'association des gens comme Jean-François Revel, qui était un homme de grande culture, qui adorait la cuisine italienne. Donc, c'était quelqu'un, tous les gens qui entraient dans l'association, c'était des amants de la cuisine italienne. Et donc, après, on a fait cet invito, et l'invito, donc les logos, c'était la Gola qui me l'avait donné, Gianni Sassi qui était l'art directeur de la Gola, et en bas il y avait écrit Association pour la diffusion de la culture gastronomique en France au sein de l'Institut de culture italienne, et voilà. Et après, j'ai pensé de faire une école. Mais je n'avais pas d'argent, l'Institut de culture n'avait pas d'argent. Une fois, j'étais venu visiter cette école et je me souviens, il y avait un public composé par des Français qui étaient des fanatiques de la, tout à fait. De la gastronomie italienne. Oui, mais c'est incroyable, ils étaient presque tous des collectionneurs d'art, des gens qui avaient des magnifiques maisons et qui m'ont invité après tout le temps à manger de la cuisine française faite divinement ou de la cuisine italienne prise par mes livres. Donc ils copiaient sur les livres et faisaient les recettes. Mais a eu un grand succès et j'ai eu plus de 100 articles à partir de Le Monde, de Libération, mais aussi Figaro Madame et toutes les revues de gastronomie. Donc, on a parlé beaucoup de l'invito. Et encore maintenant, excusez-moi, j'ai rencontré quelqu'un dans la rue qui me dit, les dames, mais quand est-ce que vous recommencez les cours de cuisine italienne? C'était très drôle, on s'est amusé beaucoup. Il y avait l'ambassadeur d'Italie qui vivait là-bas, il venait manger parce que les cours, ils étaient 3 heures. L'ambassadeur, c'était qui à l'époque? Sergio Vento. Ah, voilà. Mais il y avait Nelly Ferrucci, il y avait toute la diplomatie de ce moment-là qui venait toujours, parce que les cours c'était 3 heures l'après-midi et ils terminaient vers 9 heures le soir et à 9 heures on mangeait ce qu'on avait préparé. Donc c'était devenu un endroit où on se retrouvait, on parlait de bouffe, et on est resté très très amis. Tu me disais tout à l'heure que tu avais trouvé quelques sponsors, mais que atteindre l'équilibre économique pour cette activité n'était pas évident. Ah si, c'était très, très compliqué. J'ai eu le plus grand sponsor, ça a été Alessi, qui m'a donné toutes les casseroles en cuivre, tout l'argent pour acheter les plats. Il m'a donné le feu, donc énorme. Il m'a donné énormément de choses. Et après, j'ai eu Tenuta Castello, qui m'a donné les riz, et la polenta, la farine de polenta, le farro, les poutres. Et donc, après, j'ai eu San Daniele qui m'a donné même une berkel pour couper les jambons. Donc, c'était très beau aussi physiquement et très très bon les jambons. C'est un jambon du Frioul, moins connu en France que le Parme, je crois. Oui. Mais je ne sais pas si c'est moins connu, mais il n'y en a pas comme Parme. Parme, il y en a beaucoup, San Daniele un peu moins. Mais c'est un jambon qui est très bon et qui est, bon, salé à la main, fait à la main, tout ce que tu veux, mais c'est entre la mer et la montagne. Donc il y a du vent. Il sèche, il mature. Oui, il arrive à sa maturation. Grâce à ces vents qui entrent, donc ça devient très doux, très sucré. Et la différence physique entre le Parma et le San Daniele, c'est que le San Daniele a les pieds. Le Parma, c'est un jambon qui termine là, il est coupé les pieds, tandis que San Daniele, il a aussi les pieds. Donc, et c'est très très bon. Donc j'avais le San Daniele, il m'a envoyé toujours des jambons et tout. Et l'école a été extraordinaire, sauf que j'avais plus le temps pour écrire, pour voyager, pour rien, parce qu'il voulait que moi, donc, oui. Comme maître. Écrire. Alors, il faut dire que l'activité d'écrivain de Leda Vigliardi Paravia est quelque chose d'extraordinaire,
Elle a écrit beaucoup de livres, de recettes et aussi de réflexions sur les cuisines régionales, sur un tas de sujets liés à la gastronomie italienne. Des livres traduits dans plusieurs langues, non seulement dans les langues, disons, entre guillemets, banales, comme l'allemand par exemple, mais aussi dans des langues assez peu fréquentées par les étrangers, comme le turc, comme le coréen même. Oui, donc ceux qui ne sont pas originaires de ces pays-là, normalement ne connaissent pas le coréen ou le turc, mais évidemment les livres de Leda Vigliardi-Paravia ont intéressé un public extrêmement vaste. Tu sais que c'est très drôle parce que les Turcs, quand il était prêt et traduit, ils m'ont envoyé la traduction pour corriger en turc. J'ai dit merci beaucoup, mais je vous la renvoie. Voilà. Ils ont fait une fête quand ils ont sorti le livre, parce que le monde entier aime la cuisine italienne. Parce qu'on a un discours maintenant sur la cuisine méditerranéenne, la cuisine italienne, c'est la cuisine méditerranéenne, parce que c'est les pâtes, c'est les légumes, c'est le poisson, et l'huile d'olive. Bien sûr, donc parce qu'on a parlé de la situation, notamment en France, il y a 30 ans, cette situation a beaucoup évolué, et il faut dire que la cuisine italienne aujourd'hui est très à la mode, non seulement à Paris, mais dans le monde entier. Mais tu sais que quelques chefs, grands chefs français, m'a demandé de lui apprendre à faire les risottos, la polenta, toutes les choses, et ils l'ont mis dans la carte. Maintenant, Tenuta Castello, donc le producteur de riz, qui c'était mon sponsor, il va énormément en France, énormément pour ceux qui possèdent. Il n'y a pas une grande production, parce que c'est petit, c'est nettoyé à la main, c'est fait, c'est un riz formidable. Tu fais un risotto avec ça, c'est le goût, c'est une autre chose. C'est pas industriel, pas du tout. Et on le trouve seulement chez Equalitalia, chez les magasins de produits italiens raffinés. Mais je te conseille de faire les risottos. Mais ça, c'est un changement assez spectaculaire qui s'est passé. Je me souviens, moi aussi, d'une époque où la cuisine italienne était considérée comme de la nourriture pauvre, qui avait uniquement pour but de donner l'impression d'être rassasié avec un plat de pâtes et un point c'est tout, alors que maintenant est plutôt synonyme de raffinement. Oui. Même si l'on trouve des restaurants qui couvrent toute la gamme possible, en allant du plus modeste jusqu'au plus élégant. Oui, on trouve tout. On trouve des pizzeries, même dans les mains des étrangers, ça, pas d'Italiens. Mais aujourd'hui, on trouve de bons restaurants italiens. C'est quand même, la cuisine italienne maintenant, c'est un grand succès. Et moi, je m'amuse beaucoup à le faire. Et tu sais, j'ai l'école. Ils m'ont demandé de refaire l'école. Mais c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que je fais? J'invite tous mes amis tout le temps. J'ai passé ici maintenant 10 jours depuis que je suis arrivée de Rome, et tous les soirs, j'ai eu des amis à dîner. Et je m'amuse parce que c'est ma joie. Il faut dire qu'à chaque fois, c'est un régal. C'est un régal. Parce que jusqu'à maintenant, on a parlé des activités intellectuelles de Leda Vigliardi-Paravia. Mais il y a aussi sa pratique de la cuisine italienne au jour le jour, et en effet, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une expérience. C'est une véritable. Mais ça, vraiment, c'est ma joie. Je ne me fatigue pas à faire la cuisine. Si tu me fais coudre un bouton, je peux mourir, je peux jeter la chemise par la fenêtre, mais faire la cuisine, ça me détend, ça me fait vraiment. Alors, pour conclure cette petite conversation, est-ce que tu voudrais fournir une petite recette facile, très facile, pour les visiteurs de notre site? Alors, je vais dire une recette qui c'est très très bonne, que j'adore et que j'ai inventée parce que j'avais fait aussi une école à Rome qui s'appelait
scuola gregoriana di cucina. Quand ma fille est partie se marier, je me suis dit, bon, j'ai une maison très grande, je peux faire une école. Et je l'ai fait. Et j'avais même la femme du président de la République qui venait. Leone, c'était Madame Leone. Qui était considérée comme une très belle femme à l'époque. Elle était pas mal, oui, elle était une belle femme. Elle était une belle femme. Et donc là, ça a commencé ma route dans la... Donc j'ai alors la recette. La recette, on peut faire, si vous trouvez un beau morceau de veau, mais qui doit pas faire beaucoup d'eau, qui doit pas être, il faut aller chez un grand boucher, avoir un veau qui n'a pas eu trop d'hormones ou des choses comme ça, sinon il fait l'eau, alors ça va trop mal. Bon, un bon morceau de veau, on le met dans une pyrex, dans une casserole, on le met au four avec de l'huile d'olive et rien d'autre, pendant 40 minutes, 1 heure. Et après, donc, doré de tous les côtés, on le sort, on jette l'huile, qui doit être toujours huile extra vierge d'olive, pas d'autre chose. Pas de tournesol. Pas de tournesol, non, parce que ça a un point de fume très bas. Et donc, l'huile brûle, ça se décompose et ça devient cancérigène. Donc, il faut... Le seul huile qui arrive à 220 degrés avant de se décomposer, c'est l'huile extra vierge d'olive. Donc, je vous conseille l'huile extra vierge d'olive et rien d'autre. Et pas l'huile d'olive, que c'est l'horreur. Et donc, alors, on le sort du four, on jette l'huile de cuisson et on met à la place un bouillon cube. Je vous conseille un bouillon cube pas gras, donc Star par exemple n'est pas gras, sinon un bouillon cube bio. Et sur 2 kg de viande, 1,5 kg de viande, vous mettez 250 g de crème fleurette, liquide, fraîche. Et vous le remettez au four pendant 1 heure. Et de temps en temps, avec une cuillère, vous mettez la sauce sur la viande. Ah, et beaucoup, j'avais oublié la chose la plus importante, une dizaine, même 15 feuilles de sauge. Donc, on jette l'huile, on met la crème fleurette, la sauge et le bouillon cube, on le remet au four pendant 1 heure. De temps en temps, on va l'arroser. Et voilà. Et c'est divin. C'est une sauce parfumée à la sauge magnifique. En plus, si on travaille, on peut le mettre au four le matin et faire la première partie. Donc, en tant qu'on se fait la douche, on le met au four à 180-200 degrés. Et après, on le sort. Et le soir, on le remet au four avec le bouillon, la crème fleurette et la sauge. Et on passe à table. On peut l'appeler comment, ce plat? Veau à la sauge. Voilà. Et c'est sur mon dernier livre, celui-là. Voilà, la cuisine italienne. Qu'on ne trouve plus, désormais, c'est fini. De mère en fille. On le trouve. Publié par Albin Michel, c'est épuisé. Épuisé, mais si on va sur Internet, on le trouve. J'ai trouvé une copie à 600 €. Donc ils sont fous parce qu'on ne le trouve plus. Ah oui, c'est devenu une rareté. Mais il y a quelqu'un qui le vend usé. C'est des secondes main. Des deuxièmes mains. Ouais. On peut l'acheter chez les bouquinistes. On peut les trouver surtout sur Internet. Oui. Mais 600 € me semble quand même. Non, oui, bien sûr. Énorme. Mais il y a aussi des gens qui l'ont eu et qui le vendent, qui n'ont assez, qui ont déjà fait toutes les recettes et les vendent. Et alors là, tu peux le trouver à 100 €, 90, comme ça. Merci. Ben, moi, je vous Leda Vigliardi. Et bon appétit. Bon appétit.